Chapitre 2. Une pensée pour Eunice. C'est la fin de nombreuses périodes d'éveil, depuis qu'ils ont quitté ici. Noëz est devenue membre de l'équipage à part entière. Elle ne demande pas un régime de faveur parce qu'elle est une femme. D'ailleurs, elle n'a rien à envier aux hommes. Elle est robuste malgré sa finesse, intelligente. Elle est maintenant endormie, pendant que Starker et Jack sont dans le carré des officiers et ont une conversation sur le but de chemin vers Andromède. Starker dit à Jack: « Voilà maintenant plusieurs milliers d'années-lumière parcourues depuis que nous avons laissé l'Unis. Nous avons perdu 3 hommes et sommes encore loin de l'arrivée. Imagines-tu combien auront survécu sur 2 ans, si nous atteignions notre but? Je ne sais pas ce que représentent 2 ans dans l'espace. J'espère avoir la force de surmonter un tel voyage. Et puis, je pense aussi à Noëz. Une si jeune et jolie femme peut-elle rester dans ce vaisseau, semblable à une prison, avec autant d'hommes autour d'elle? Jack, j'ai déjà fait des missions très longues et comparables à celle-ci. Ce n'est pas facile, mais nous le supportons, car, comme tu l'as vu lorsque je t'ai recueilli avec Aqualus, l'équipage était constitué d'hommes et de femmes, ainsi que de couples mariés. C'est un énorme avantage pour l'équilibre de tous. Je crains que les hommes aient des difficultés d'ici plusieurs dizaines de jours passés sans relations intimes. J'espère que Noëz n'en fera pas les frais, ce serait terrible. Pour ma part, j'y veillerai. C'est grâce à elle que je suis avec vous aujourd'hui. Nous avons perdu 3 hommes, mais nous avons trouvé Noëz. J'ai le sentiment qu'elle nous apporte par sa présence un élément indispensable à notre course dans l'espace. Ils devraient être seuls dans le carré, mais soudain, Jack entend un bruit inattendu derrière eux. Il se lève pour voir. C'était Ghost, le copilote adjoint d'Alof Jaman, qui se trouve derrière la cloison séparant le bar à la table de service. « Que fais-tu là » demande Starker. « Oh, je viens juste prendre dans le bar une bouteille de lait de Mayol. »« Il n'en a plus dans le distributeur de ta chambre ?»« Il est bloqué. Je pense que depuis que nous sommes partis d'ici, il y a des dégâts dans certains circuits qui restent à revoir. »« Dans ce cas, répond Starker, je donnerai des instructions pour vérifier cela. » L'homme retourne dans sa chambre. Jack est un peu étonné, car sa chambre est dans le même secteur que la sienne, et il n'a pas remarqué d'avaries sur le système. Je me demande s'il dit la vérité. Il n'avait pas l'air très à l'aise en nous parlant. Qui plus est, il a dû participer à une partie de notre conversation, peut-être même volontairement. Jack ne voit pas le mal partout. Cela peut arriver à nous tous. Oui, mais certains hommes peuvent encore se demander quel est le réel but de notre course vers Andromède. Je mènerai une enquête discrète dès demain, si cela peut te rassurer, Jack. Allons nous coucher. Tout l'équipage est surpris par l'alarme générale du vaisseau. Starker est en plein rêve lorsque cela arrive. Il fait un bond dans son lit. Jack ne comprend pas immédiatement que c'est une alerte. Il prend du temps à sortir de ses rêves. Starker retrouve Alov vers le poste de pilotage. C'est là qu'il apprend ce qui s'est passé. Nous avons perdu une cellule de secours. Je ne sais pas encore pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un dedans. Nous ne sommes que 16. C'est facile à vérifier. Rassemblons tout l'équipage. On frappe à la porte de Jack. Que se passe-t-il? Nous avons perdu une cellule de secours. On nous demande de nous rassembler tous au poste de contrôle. Jack se dirige rapidement vers la chambre de Noëz. Il frappe, pas de réponse. Il recommence et l'appelle. Toujours rien. C'est étrange, car l'alarme était suffisamment forte, dit l'homme d'équipage. Jack est très inquiet. Rentrant dans sa chambre, ils sont stupéfaits, car la pièce est toute retournée. Le plus inquiétant est qu'il remarque des traces de sang sur le coin de la table. Quelqu'un s'est battu avec Noëz. Elle a dû résister. Mais sa chambre est vide. Elle a disparu. Jack comprend qu'elle est certainement dans la cellule de secours qui vient de quitter le vaisseau. L'agent de sécurité qui est avec Jack donne l'alerte auprès de Starker, qui leur demande de les rejoindre immédiatement. Noëz n'est plus dans sa chambre, dit Jack à son ami. Elle s'est battue avec son agresseur et doit être blessée. Jack,
Nous allons faire tout ce qu'il faut pour la retrouver dans le vaisseau. Mais, maintenant que tous nos hommes sont sur le pont, je dois constater qu'Egost, qui était avec nous dans le carré des officiers, a disparu lui aussi. Est-il responsable? Je ne sais pas. Mais maintenant, cherchons-les tous. Tu peux compter sur nous, Jacques. Partageons-nous en équipe de 4 par niveau. Par contre, Jacques et moi allons au sas d'évacuation. Alors qu'ils partent vers le ventre du vaisseau, où se trouvent les navettes et les capsules de secours, Jacques demande « Starker, pourquoi n'as-tu pas arrêté la propulsion éthérique? S'ils sont partis dans cette capsule qui s'est éjectée, nous devons aller à leur recherche. » Tu rêves, Jacques. À la vitesse où nous allons, ils sont déjà loin. Cela fait 1 heure. De plus, aucun signal ne nous est parvenu de leur balise. Nous aurions dû les repérer. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai voulu faire lorsque je suis arrivé aux commandes. Ton vaisseau est assez sophistiqué pour les repérer. Peut-être même peux-tu essayer par contact télépathique. Jacques, tu sais bien que je n'ai plus ces pouvoirs. Quant à mon vaisseau, malgré tous nos gadgets, nous ne pouvons, à 60 années-lumière, trouver un vaisseau de 10 mètres sur 4 qui se confond avec un quelconque astéroïde. Sur cette distance, il y en a suffisamment pour s'y perdre. Tu ne vas tout de même pas me dire que tu comptes abandonner Noël si elle est dans cette capsule, avec un homme peut-être dérangé. Jacques, l'espace est un vaste néant incomparable à tout ce qui est connu sur nos planètes. Tu m'écœures, Starker, je ne te croyais pas aussi défaitiste que cela. C'est ça le grand aventurier, l'homme qui sillonne l'espace pour découvrir des mondes nouveaux, prêt à courir vers un idéal, trouver des réponses à toutes ces questions. Quel grand homme! Tu fais partie de la race de ceux qui ne pensent qu'à leur ego. Et puis Noël, elle ne fait pas partie de l'équipe, c'est une pièce rajoutée, n'est-ce pas? À quoi bon? Laissons-les dans l'espace. Ils trouveront bien une planète. Après tout, un homme et une femme, c'est fait pour s'entendre. Tu en sais quelque chose. Sur Elvie, tu t'es bien amusé. N'aurais-tu pas, par hasard, attrapé quelque chose là-bas, qui te ronge petit à petit? Clara ne serait-elle pas la première victime de ton égoïsme? Entendant ces mots, Starker pâlit. Une nausée le prend avec l'idée du regret de vivre. Sur la plateforme spatiale, ils passent devant le vaisseau qu'ils avaient extrait d'Elvie sans le remarquer. Arrivé sur le tube de lancement de la capsule, Starker constate qu'elle s'est bien éjectée. Il visionne la vidéo de contrôle et voit Egost tenant Noël d'une main et de l'autre braquant une arme sur elle. Noël saigne par les lèvres et le front, mais elle est vivante. Un court instant, elle fixe la caméra qui les filme. Son regard, toujours aussi profond, exprime son désarroi. Egost la tire d'un coup et la jette au fond du petit vaisseau. La porte de l'engin se referme d'un coup. Ils sont partis. Starker décroche le micro. Alov, arrête immédiatement la propulsion. Nous faisons demi-tour et partons à la recherche. Bien sûr, Noël n'est plus ici, mais Jacques est satisfait, heureux de voir que son ami réagit. Il sait qu'à partir de maintenant, il va mettre tout en œuvre pour les récupérer. Nous les retrouverons, Jacques, dit Starker. Je t'en fais la promesse. Dans la capsule, Egost vient de déconnecter la balise. Ainsi, les hommes du Conquérant ne pourront pas les repérer. Noël le regarde s'affairer. « Pourquoi fais-tu tout cela? Où nous entraînes-tu? Tais-toi, laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire plutôt que de répondre à tes questions. » L'homme examine la carte stellaire du secteur. Il regarde sur son écran de cristal les étoiles et les planètes environnantes. Noël l'observe sans mot dire. Scruter centimètre par centimètre la carte qui apparaît en 3 dimensions. L'angoisse d'Egost reste apparente. Il cherche quelque chose. Puis il se retourne violemment vers Noël et lui dit « Que crois-tu? Je fais tout ça à cause de ce Jacques. Pourquoi ne l'avons-nous pas laissé là où il était? C'est pour ça que maintenant j'en suis là. Il nous a entraînés dans son aventure. Je l'ai encore entendu hier soir. Il ne sait pas où il va et on va tous y passer. Je n'ai pas envie de mourir. Nous échapper est notre seule chance. Je crois que nous en avons une et je la prends. C'est en te voyant que l'idée m'est venue. Tu es une jolie fille. Tu me sembles pas fragile et surtout, en te voyant travailler,
Avec nous, pour remettre le vaisseau en état, j'ai compris qu'une femme sachant utiliser ses mains avec tant d'adresse devait pouvoir se débrouiller sans difficulté si elle se retrouvait seule avec un homme sur une planète déserte. Surtout, un sentiment étrange m'attire vers toi. Nous avons travaillé ensemble ces derniers jours. Depuis, pas une période de sommeil où je n'ai rêvé de toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, et puis un homme, une femme, c'est fait pour vivre ensemble. Si tu as une attirance pour moi, avais-tu besoin d'en arriver là? Il y a d'autres méthodes pour exprimer ce genre de sentiment. Crois-tu que je vais accepter de vivre avec toi? Il faudrait déjà que je t'aime. Je pensais que... Pensais quoi? Tu n'as pensé qu'à ta vie, qu'à toi. Tes pensées ont-elles été pures une fois dans ta vie? Mes pensées sont celles de mon monde. Tous pensent comme moi. C'est bien là le problème. Toute l'humanité est comme cela. Au diable ta philosophie, plus tard, tu me remercieras de t'avoir enlevé. Et puis Jacques et Starker t'auront oublié. Du reste, je crois que Jacques aime une autre femme. Alors, tu as tout à gagner, car je n'avais pas de compagne jusqu'à maintenant, et je suis pour toi disponible. Jusqu'à cet événement, Cléonis n'avait jamais ressenti d'antipathie envers Egost. C'était même le contraire, car elle l'avait aidé bien des fois et pris des instants de plaisir dans leur travail, se surprenant à échanger des regards laissant filtrer quelques sentiments. Était-elle sans aucune attirance pour lui? Mais elle ne peut l'approuver et lui répond ainsi. Tu rêves, tu n'es même pas beau, tu es petit. Je suis grande. Tu as le visage tout plissé, avec des rides énormes. J'ai la police étendue. Tu as des yeux globuleux, il en sort de la haine. Les miens sont effilés comme des amandes, doux comme la lumière du printemps. Tes lèvres épaisses et tes dents jaunes font ressortir ton haleine hideuse, tandis que deux traits fins encadrent mes crocs, qui ne se laisseront jamais embrasser par toi. Je ne t'aimerai jamais. Désappointé, Egost ne se maîtrise plus et lui rétorque violemment. Ah, je suis laid. C'est ce que nous allons voir, et puis, toi, tu es trop belle. Je vais arranger ça. Tu ne vas m'aimer tout de suite maintenant. Alors, toute sa haine se déverse sur Noëz. Egost attrape un objet comme un tournevis, la plaquant contre le sol, il lui transperce les épaules à plusieurs reprises. Ses coups sont portés violemment. Puis il trouve sous ses mains une plaque métallique provenant de la balise, lui lacère les joues et le front jusqu'au sang. Noëz ne dit mot. Pourtant la douleur lui emplit les entrailles, ses membres sont laminés et son visage défiguré, ensanglanté. Egost arrache d'un coup son pantalon et se jette sur elle, comme un lion sur sa proie, et lui inflige son désir. Noëz se sent comme transpercée par un sabre émoussé. Elle ressent la douleur de l'homme qui est sur elle et qui lui rappelle le jour où sa mère lui avait posé ce fameux casque sur la tête. Elle perçoit à l'instant toute la souffrance de celui qui semble frapper à la porte de ses sentiments avec insistance. Elle refuse un moment de lui ouvrir car il lui fait mal. Mais c'est un homme désemparé qui s'exprime dans sa violence. Noëz lit ses véritables pensées en direct. Alors, comprenant qu'il est égaré, elle lui ouvre maintenant l'accès et dit « Entre si tu as froid dans ton cœur, si ton corps réclame un repas, si ton âme est perdue dans la nuit de tes fantasmes, entre. » Au bout de quelques allers-retours sur son corps, Noëz sent l'homme se vider, comme celui dont elle avait pris la force le jour de ses 11 ans. Egost se calme instantanément, son corps se détend totalement, il pleure. Noëz, malgré ses blessures et son sang qui ruisselle, a pitié de lui. Mais cela n'a pas suffi à l'apaiser définitivement. Il est bien déstabilisé, étant allé au bout de ses pensées et de ses actes, mais ne voulant rien laisser paraître. Il se lève et lui dit « Nous sommes semblables maintenant, et on s'aime. » Noëz était prête à lui pardonner ses blessures qui la défigurent maintenant, mais à ces mots, malgré son corps meurtri et sa faiblesse, elle lui répond « Ce n'est pas parce que tu m'as blessé et pénétré que je te ressemble
Mon corps est touché, mais mon âme reste pure. Mes pensées sont ma force, et celles-là, tu ne pourras pas me les prendre. Mais moi, fille d'Alia, je jure que tes pensées, je vais les brûler jusqu'à la dernière, et j'engloutirai ton fluide et ta conscience dans mon corps. À ces mots, sans vraiment savoir ce qu'elle veut dire, Egost ricane. Ah ah, tu ne m'impressionnes pas, car moi, je te ferai oublier qui tu es et d'où tu viens. Il attrape la trousse de secours et la lui jette. Mais à cet instant retentit l'alarme du buzzer de la console de pilotage. Egost s'y précipite pour contrôler les informations que lui donne le cristal pensant. Son visage se détend, car il aperçoit une planète qui se détache du fond obscur de l'écran. Ma chère, je te tiens, nous y voilà. Nous arrivons bientôt à destination. Noëz jette juste un regard dubitatif sur lui. Ses pensées sont ailleurs. Elle essaie de panser ses plaies profondes et nombreuses. Mais un coup trop bien porté a déchiré une veine qui ne semble pas se refermer. Elle ne peut arrêter l'hémorragie de son membre. Alors elle se dit, « Egost, tu peux me faire souffrir, je ne te le rendrai pas, car mes pensées sont pour le bien de tous, même pour toi. Peut-être le comprendras-tu plus tard. » Noëz, très jeune, s'était convaincu de ne faire que ce qui lui semblait être le bien absolu, car des expériences de sa mère, elle avait compris qu'elle en serait l'opposé. Le petit vaisseau se met à trembler. Noëz aperçoit par le hublot un astre qui resplendit comme un croissant géant. Ils sont en orbite autour d'une planète. Noëz, malgré sa faiblesse et sa souffrance, demande à Egost. « Sais-tu où nous sommes ?»« Oui, bien sûr. Tu aurais dû te douter depuis le début que je sais où je vais. Je ne suis pas suicidaire. Si j'ai fait tout cela, c'est pour pouvoir m'en sortir et vivre, comme je l'entends sur une planète déserte, tranquille. C'est pour cela que j'ai besoin de toi. Cet astre, je le connais. C'est la planète la plus excentrée de la galaxie. Crois-tu que je puisse te suivre après tout ce que tu viens de m'infliger? Si je n'avais pas la force de mes pensées, je serais terrorisé. Mais tu ne sais rien de moi, et si tu veux vivre ta vie comme tu l'entends, tu devras me tuer immédiatement. Mais peut-être pourras-tu échapper à cette besogne, car je me vide de mon sang, et bientôt je ne serai pour toi qu'un souvenir. Je n'ai pas l'intention de t'éliminer, et si tout à l'heure j'ai été violent, c'est parce que tu m'y as poussé. Je ne suis pas si mauvais qu'il paraît. J'aime ma vie, et j'ai envie de prendre du bon temps à l'avenir sur notre nouveau domaine. Tu m'as défiguré, tu m'as violé, tu appelles ça du bon temps? Maintenant, Egost se rend compte véritablement à quel point il a agi sans conscience, dominé par sa folie. Mais il ne dit mot, et n'ose croiser le regard de Noëz. La console de pilotage indique à ce moment que la capsule va se poser sur la planète. Assieds-toi dans ce siège et mets ta ceinture, nous nous posons. Egost l'aide car, avec l'épaule blessée, Noëz ne peut se sangler. Il prend les commandes de l'appareil. Depuis leur approche de la planète, ils en ont fait 3 fois le tour, et Noëz a pu, à travers le hublot, observer l'astre. « Cette planète est-elle viable ?» demande Noëz. « T'intéresserais-tu à notre voyage maintenant ? Je peux t'affirmer qu'ici, nous pourrons prospérer sans problème, car l'air y est très pur, grâce au fait que la radioactivité purifie l'atmosphère et reconditionne nos cellules et leur donne une longévité extraordinaire. » Egost se tait maintenant et se dirige vers sa console, comme s'il ne voulait pas s'étendre sur le sujet. Noëz n'insiste pas et reste ceinturé sur son siège, de toute évidence résolu à supporter de vivre avec lui, pour une période indéterminée. Elle doit en plus endurer ses nombreuses blessures, qui commencent à la faire souffrir partout dans son corps. La fièvre commence à la gagner. Elle sait administrer des antiseptiques puissants, mais de tels coups ne s'absorbent pas en quelques instants. Le sol se rapproche, et la capsule se pose. Leur voyage est terminé. « Nous y sommes, dit Egost. Très affaiblie, elle lui répond.
Qu'as-tu l'intention de faire? Je vais bâtir une vie nouvelle à cet endroit. Il attrape Noëz par le bras et la pousse dehors. Elle s'effondre sur le sol poussiéreux et sec. Elle est à bout de force et perd connaissance. Egost, à cet instant, se retrouve bien seul. Il voit un corps inanimé à ses pieds. Il tourne les yeux, il cherche. Personne pour s'opposer à lui. Et à qui montrer sa supériorité? À quoi bon être le meilleur si on est seul entouré du néant? Egost commence à être saisi d'une angoisse. Il prend conscience qu'il a agi de façon irréaliste, dans un franc de folie depuis le début. Il comprend son immense faute envers Noëz, et il la saisit dans ses bras, l'allonge sur un lit de fortune, il la désaltère et la couvre, car son corps s'est refroidi excessivement, et ses plaies saignent encore. Il faut faire quelque chose, car Noëz a perdu beaucoup de sang. Il se revoit encore agir. Comment ai-je pu faire cela? Pourquoi autant de violence dans mes propos et dans mes actes? Egost s'applique à donner les soins dont Noëz a besoin. Mais Noëz est de plus en plus faible. Si elle ne peut recevoir au plus tôt une transfusion sanguine, elle va mourir. Si elle était dans le vaisseau avec Jacques, elle serait sauvée. Il faut avertir le conquérant. S'il arrive à temps, Noëz s'en sortira. Egost prend alors quelques outils et remet en état la balise et lance le message de détresse. Il revient auprès de Noëz, dont l'état ne s'est pas amélioré. Il tente de lui donner de l'eau sucrée. Il fouille dans la trousse de secours et par chance, il trouve des cathéters et quelques accessoires pour transfusion sanguine directe. Je suis donneur universel, c'est une chance. Je n'ai rien à perdre, je vais lui donner un peu de mon sang. Je pense que cela va l'aider. Egost plante dans son bras l'aiguille. Il cherche une veine dans le bras de Noëz. Il pique à plusieurs reprises, enfin, voit le tube se teinter de sang. Il s'allonge auprès d'elle et met en route l'appareil. Un petit compteur indique la quantité de sang donné. Il sait qu'il ne peut dépasser 1,5 litre. Au-delà, c'est lui qui est en danger. La petite pompe tourne. Il regarde Noëz, mais au bout de quelques minutes, toujours aucun signe d'activité. « Encore un peu, tu vas t'en sortir, Noëz, dit-il, en lui prenant la main, qu'il trouve plus chaude déjà. Cela le rassure. La pompe continue son petit refrain et les centimètres cubes s'additionnent. Egost referme les yeux. Il commence à ressentir des picotements dans tous ses membres. Sa force le quitte progressivement. Regardant le compteur, il voit qu'il vient de dépasser les 2 litres. Noëz est toujours inconsciente et gît sur le lit. Egost perd connaissance. « Réveille-toi, réveille-toi » lui crie cette voix qu'il croyait ne plus jamais entendre. C'est Noëz qui, après avoir repris connaissance, voit l'homme qui l'avait blessé étendu sur le sol. Inconscient, elle comprend immédiatement ce qu'il vient de faire. Elle débranche les appareils pour arrêter la transfusion. « Egost, réveille-toi » lui dit-elle en le frappant. Celui-ci ouvre les yeux malgré son grand état de faiblesse et voit devant lui Noëz, plus vivante que jamais. Il lui articule quelques mots. « C'est merveilleux, tu es là, vivante, malgré toute ma folie. Combien de sang t'ai-je donné? Repose-toi, tu dois dormir et ne plus parler. Combien? 4 litres. Egost est un homme très fort et résistant, mais il s'est vidé des 8/10 de son sang, et il est même surprenant qu'il soit encore conscient. Noëz le sait, et lui donne à son tour toute son attention. Egost ne l'écoute pas. « Noëz, comment ai-je pu en arriver là? Je me hais lorsque je vois ce que je t'ai fait subir. C'est bien le résultat d'une vie ratée. J'avais envie de vivre pour moi. J'aurais pu me marier, avoir des enfants. Je suis lasse de courir l'espace. Ma vie n'est qu'un néant d'égoïsme. Je n'aurais donc jamais rien réussi. Repose-toi. Tu ne dois pas penser de telles choses. Déjà, il faut beaucoup de courage pour ce que tu viens de faire. Tu t'es sacrifié pour moi. Mais tout cela est de ma faute. Non, tu n'es pas responsable. C'est la vie,
les hommes et surtout leurs pensées, dont ils ne sont pas maîtres. Tu n'as fait que subir ton état d'homme. Je vais te guérir et tu seras un nouvel homme. Je veux bien rester avec toi sur cette planète, pour faire ma vie, avec le père de mon enfant. Le père de ton enfant, dit-il surpris, d'un ton très faible. Oui, je suis très réceptive et j'ai senti que tu me fécondais, j'en suis sûr. Être ensemencé par un criminel, ce n'est pas acceptable. Tu te trompes, car je connais tes pensées, comme je connais toutes les pensées des hommes. Je sais qu'en toi, il n'y a rien de mauvais, mais seulement la peur. Je suis comme cela depuis que ma mère m'a fait subir à sa façon les plaisirs de l'amour avec ses expériences, et c'est ainsi que depuis ce jour, je ne puis formuler aucune mauvaise pensée, mais je suis devenu capable de les voir et les entendre. Noé, Noé, je vais mourir, et je n'aurai pas le temps de me racheter, de racheter ma conduite envers toi. Tu n'as rien à racheter, car tu l'as déjà fait. Je vais m'occuper de toi et de notre enfant lorsqu'il sera né. Ta peine est finie, tu peux te reposer maintenant, je vais prendre soin de l'homme que j'aime. Malgré sa faiblesse, Egost comprend parfaitement ce dernier mot et le répète. Je t'aime, Noé. Je suis tout à toi. Je t'ai aimé à l'instant où tu es entré dans notre vaisseau. C'est la première fois que je suis devenu amoureux d'une femme. Je peux même te dire que je n'en ai jamais fréquenté de ma vie. Alors, lorsque je t'ai vu, mon cœur s'est mis à battre de façon étrange. Je me suis mis en tête qu'il fallait faire quelque chose pour nous deux. C'est là que j'ai imaginé un plan. Je croyais que tu n'avais d'admiration que pour Jacques. Je me suis découvert jaloux, c'est là que j'ai compris que je devais t'éloigner de Jacques, car lui aussi allait m'étouffer. Voilà tout ce que j'ai en moi. Mais pour ce qui s'est passé dans notre capsule, c'est comme toute une vie de frustration qui éclatait. Et Ghost, c'est la vie qui nous a réunis. J'ai lu tout cela en toi au premier instant. Je t'aime depuis le premier moment, mais je le refusais. Je t'aime dans mon cœur. Maintenant, viens te reposer, tout contre moi. Noé prend Egost dans ses bras, le réchauffe en s'allongeant contre lui, et lui répète dans l'oreille. Je t'aime. Je l'ai su tout de suite, malgré toutes tes dérives. Je t'aime maintenant. Tu es guéri de tes peurs et de tes angoisses. Et cet enfant qui est en moi, c'est ta nouvelle vie. Et Ghost tourne son regard encore une fois vers Noé. Leurs yeux échangent leurs sentiments les plus profonds. À ce moment, Egost ferme les yeux pour la dernière fois, gardant l'impression de Noé dans sa mémoire. Noé pleure, mais c'est le premier homme qu'elle sauve vraiment. La nuit s'approche, elle reste allongée contre son homme, afin que ses dernières cellules vivantes puissent ressentir sa présence. Elle s'endort dans l'ombre d'un amour aussi court que cruel. Au matin, lorsqu'elle se réveille, un homme âgé se tient devant elle.